Il y a un relais qui est pris par une virilité qu'on pourrait qualifier de asexuée, au sens où elle intéresse tout le monde. Et on peut parler de virilité au féminin désormais. Aujourd'hui, c'est un thème qui est assez largement réinterrogé par notre société, avec toute une littérature sur la crise de la virilité, certaines valeurs traditionnellement masculines qui sont aujourd'hui remises en question, en affirmant que la virilité est ce qui a permis d'asseoir une certaine domination des femmes par les hommes, et de manière générale une culture assez néfaste. Donc moi, la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que la virilité est unilatéralement masculine ? Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre ce qu'on peut appeler le masculin et le viril au sens classique que vous avez évoqué, la puissance que, pour être très clair, on peut renvoyer à l'idée de mâle. Le mâle, c'est quoi? C'est effectivement une garantie de reproduction, donc la puissance sexuelle pour la reproduction, et c'est aussi la capacité de la lutte, traditionnellement. Et du coup, en gros, c'est l'homme musclé, à la fois capable de défendre une communauté et capable de faire des enfants, donc d'assurer la solidité de la communauté. Ça, c'est la manière classique. Mais ce n'est pas le masculin. C'est le viril au sens, on pourrait dire, animal, dont on a absolument besoin si l'on veut exister, et tant qu'on a besoin de s'accoupler pour se reproduire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, il est utile de différencier entre féminin, masculin, viril, et il y a peut-être d'autres exceptions du viril, mais là où on ne peut pas ne pas vous suivre, c'est qu'effectivement, nous vivons de très profonds bouleversements actuellement dans la compréhension de ce que sont les sexualités, et ces bouleversements provoquent de très profonds bouleversements à propos de la notion classique mâle de virilité. Et entre autres, pourquoi ? Malheureusement, on ne le sait que trop. C'est que les mâles, c'est pas automatique, on pourra parler de la question tout à l'heure, mais abusent éventuellement de leur force. Et donc il y a bien eu historiquement dans l'histoire de l'humanité une domination, et je vais dire exprès des femelles, par les mâles, originairement, qui s'est continuée comme domination des femmes par les hommes, mais il est vrai que l'idée classique de virilité, au sens que j'ai évoqué pour réagir à votre question, elle est en train d'être bousculée. Alors qu'elle soit bousculée et que du coup les hommes mâles, de sexe mâle, soient un peu perdus, ne sachent pas comment s'orienter dans le monde où on est, etc., c'est sans doute très probablement fondé. Nous vivons de très profonds bouleversements à ce propos. Vous parlez d'une définition classique de la virilité, donc classique par opposition à quoi finalement ? Alors, il s'est passé un événement il y a à peu près 500 ans. Un événement en quoi a consisté une décision qui a été de dire, je cite un des plus grands philosophes représentant cette décision, qui est le philosophe français René Descartes, qui a été de décider de maîtriser et posséder la nature. Maîtriser et posséder la nature a été décidé sur le fond de l'avènement, et à partir en tout cas de l'avènement des sciences modernes. Les sciences modernes sont le moyen par excellence à partir de quoi les humains, d'abord européens et mondialement ensuite, se sont mis en demeure de maîtriser la nature. Autrement dit, les sciences modernes sont construites dans l'intention de transformation de la nature. Et comment s'appelle la transformation de la nature dont nous sommes, nous humains, fondamentalement capables, mais qu'on a décidé depuis la Renaissance en Europe que j'évoque maintenant, de radicaliser, ça s'appelle le travail. Par le travail de la nature, par la transformation de la nature, le travail négatif, dit le philosophe Hegel. Pourquoi négatif? Parce qu'on prend de la matière première, par exemple, on prend un arbre, et bien rien que le couper, c'est déjà tuer l'arbre. Ensuite, on débite des morceaux du tronc, on en fait progressivement, alors un meuble, des rails pour des voies ferrées, tout ce qu'on veut. On est négatif à propos de la matière première, en quoi consiste le bois. Et on transforme cette matière, on travaille cette matière, et du coup on humanise la matière. Et bien ça c'est un acte fondamentalement viril. Mais viril, plus du tout au sens mâle classique, viril au sens où nous avons toutes, et je dis exprès d'abord le féminin, toutes et tous intérêt
à cette transformation de la matière, de la nature. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça que nous fabriquons un monde humain à peu près acceptable, à peu près vivable, confortable, en tout cas jouable. Il n'y a pas d'humanité sans technique et sans travail de la nature. Mais ce qui s'est passé il y a 500 ans, c'est que la décision s'est radicalisée de dire on va totalement maîtriser et posséder la nature. Donc on va la travailler de manière systématique. Eh bien, le vocabulaire des auteurs qui ont les premiers écrits à ce propos, c'est très intéressant, utilise le mot de virilité. L'un des premiers ouvrages dans ce sens-là est celui de Francis Bacon qui parle d'une production virile du siècle. La production virile du siècle consiste à dire « nous allons désormais transformer le monde ». Donc en fait, est-ce que ça revient à dire que la nouvelle puissance à partir de la Renaissance et de l'humanisme, donc puissance face à la nature, est devenue l'équivalent de ce qui était la virilité classique? C'est l'équivalent ou le successeur en quelque sorte. Hein. La virilité mâle articulée à partir de la lutte et de la garantie de la reproduction pour les communautés. Il y a un relais qui est pris par une virilité qu'on pourrait qualifier de asexuée, au sens où elle intéresse tout le monde. Et on peut parler de virilité au féminin désormais. Une femme qui travaille la nature, c'est une femme qui transforme la nature. Le moment de la Renaissance consiste en un événement qu'on pourrait qualifier avec le philosophe Heidegger, non pas d'historique tout court, au sens où nous étudierions l'histoire et ce serait un moment parmi d'autres, mais d'historial. Quand Heidegger parle de quelque chose d'historial, ça a un sens très précis dans ce qu'on peut appeler son ontologie. Mais ici, moi j'utiliserai le mot d'historial en disant ce qui s'est passé à la Renaissance en Europe, qui a consisté à répondre oui aux deux questions suivantes. L'humanité est-elle capable, peut-elle s'approprier la nature? Oui. Faut-il le faire? Est-ce que c'est bien de le faire? Oui. Ces deux réponses affirmatives à ces deux questions sont totalement inédites. Jusque-là, les deux questions ont toujours existé. Autrement dit, l'humanité rêve de s'approprier la nature, tant la nature est effrayante par ses débordements, les épidémies qu'on vit maintenant, etc. Donc l'humanité rêve de se retourner contre la nature, ou sur la nature pour la maîtriser, la domestiquer. Et donc la question est posée, c'est est-ce qu'on peut le faire? Et la plupart du temps, les civilisations, les cultures, ce que vous voulez, ont répondu, même pas en rêve, c'est pas la peine d'essayer. Deuxièmement, certaines cultures, certaines civilisations, certaines religions, comme le judaïsme, ont répondu, ça serait peut-être possible. Et là, la deuxième question qui est advenue, c'est, mais faut-il le faire? Et la réponse a été systématiquement non. Les humanistes, à la Renaissance, en Europe, sont les premiers à dire, oui, il faut le faire, on peut le faire et il faut le faire, donc on y va. Alors là, les conséquences sont simples, que je vous décris très brièvement. Cette décision qui a eu lieu au travers de l'explosion des sciences modernes, dont les mathématiques par excellence, et des techniques, a donné, provisoirement, une puissance exceptionnelle à ce qui s'est appelé l'Occident. On peut dire que l'Occident, c'est la réponse positive à ces deux questions, c'est ça l'Occident. Et l'Occident, d'abord européen, s'est imposé par les colonisations, avec une violence inouïe et une bonne conscience inouïe, et on peut appeler ça la première étape de la mondialisation. Et puis, les civilisations qui ont vu venir l'Occident ont tôt ou tard éprouvé ce sentiment étrange qui est de se reconnaître elles-mêmes. Ah, mais nous aussi, on avait rêvé ça. Et donc, il y a beaucoup d'ambivalence dans la violence occidentale et dans une réception pas seulement négative de cet Occident qui conquiert et s'impose. Mais nous savons tous maintenant, et le Covid en témoigne éminemment, en fait, on ne contrôle pas tout, on ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas la nature. On la maîtrise de manière fragmentaire, locale, provisoire. Et on est entouré d'incertitudes tout autant. Et la deuxième étape de la mondialisation, dans la perspective de ce que j'évoque maintenant, c'est une tension, un mouvement sans cesse joué entre le contrôle dont nous sommes capables et l'écoute dont nous devrions être capables de nouveau.